Parti Lutte ouvrière. Elle milite depuis ses 18 ans dans le parti de l'iconique Arlette Laguiller. C'est sa troisième campagne présidentielle. En 2012, elle avait obtenu 205 000, un peu plus de 205 000 voix. En 2017, 232 000 voix. On accueille Nathalie Arthaud après ça. Travailleuses, travailleurs, le monde devient de plus en plus fou. Les riches ne se sont jamais autant enrichis. Ça s'appelle de la spéculation. Moi, je pense que les élections, ça ne change pas l'ordre social. L'augmentation de salaire, en la réalité, il faudra les arracher. La solution, elle viendra des peuples. Une épidémie de grève, ce serait une très bonne épidémie. Ce combat, il peut et il doit aller jusqu'au renversement du capitalisme. Bref. Et on accueille tout de suite Nathalie Arthaud, 5e candidate ce soir. Bonsoir. Bonsoir Nathalie Arthaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais, c'est votre 3e candidature à la présidentielle. Si vous deviez définir la France que vous voulez, la France que vous rêvez, avec vous à sa tête, en 3 mots, en 10 secondes. Ah, moi, c'est pas seulement la France, c'est le monde que je veux changer. Ah. Eh oui, oui, clairement, le monde. Grande ambition. Oui, oui, grande ambition, mais parce que je pense qu'en réalité, on est interdépendants. Écoutez, regardez la pandémie, la crise climatique, les guerres. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de solution maintenant à l'échelle nationale. Moi, je crois qu'il faut aller vers une coopération fraternelle de tous les peuples. Hein, sinon, on court à la catastrophe. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire là, ce qui me frappe dans la situation, c'est que je pense vraiment que les difficultés pour boucler les fins de mois, l'exploitation, les inégalités ahurissantes, la crise climatique, les guerres sont liées à une seule et même cause. Une société capitaliste qui fonctionne selon une seule boussole, c'est la soif de profit, la concurrence, des rivalités incroyables, une guerre économique permanente qui mène à des guerres, guerres tout court. La guerre d'Ukraine, là, par exemple, lancée par Vladimir Poutine, pour vous, elle a une explication sur les profits, ou c'est le capitalisme qui le pousse à envahir l'Ukraine? Je pense que Vladimir Poutine, il a une responsabilité évidente, écrasante. C'est lui qui a fait le pas vers cette guerre qui est fratricide, et dont on voit d'ailleurs qu'il est prêt à raser des quartiers, des villes entières. Enfin, c'est terrible ce qui se passe là-bas. Mais cette guerre, elle ne s'explique pas seulement par la politique de Poutine. Elle s'explique aussi par un bras de fer qu'il y avait depuis des décennies entre, d'un côté, le camp occidental, impérialiste, l'OTAN, les États-Unis, et la bureaucratie russe. Et ça a été une guerre d'influence. On a vu qu'elle avait démarré déjà avec la Crimée, la guerre dans le Donbass. Donc, en effet, c'est bel et bien une guerre d'influence, Mais là, qui est impérialiste, de rivalité. L'Occident ou le Vladimir Poutine? On a quand même... On a Vladimir Poutine et la Russie, la bureaucratie russe qui cherche à défendre son espèce de précaré et qui fait tout pour qu'en effet l'OTAN ne pousse pas ses pions au plus près de la frontière. Et puis on a les grandes puissances impérialistes historiquement dominantes à l'échelle du monde, dont la première, la grande puissance, les États-Unis, bien sûr. A aussi une responsabilité écrasante. Ça, c'est une analyse conceptuelle. Quand on voit le malheur des gens, quand on voit les vieilles dames, les grands-mères, les petits-enfants, les bébés, les femmes enceintes qui meurent, on ne peut pas renvoyer dos à dos le camp, c'est-à-dire le camp de l'impérialisme américain et le camp du nationalisme ou de la bureaucratie. Vous choisissez un camp. Première question. Deuxième, vous êtes président de la République, puisque c'est le but de l'opération ce soir. Qu'est-ce que vous faites? Vous armez les Ukrainiens pour les aider? Ou vous dites, j'ai pas à m'en mêler? Non, moi, mon camp, c'est clairement le camp des peuples, le camp des populations. Et là, la population ukrainienne, bien sûr, je me sens complètement solidaire, mais on s'y voit et on souffre et on se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais moi, très clairement, je sais que tous ceux qui sont sous les bombes, qui sont confrontés à la misère, qui sont confrontés à des dictatures, ils ne peuvent pas s'appuyer, ils ne peuvent pas compter pour assurer leur avenir sur les grandes puissances impérialistes, sur les États-Unis. Ils peuvent compter sur quoi? Ils ne peuvent pas compter sur eux parce que quand ces grandes puissances interviennent, elles n'interviennent pas
pour apporter la prospérité au peuple, pour apporter la démocratie et voilà, le bien-être. Là, on n'en est pas au bien-être, on est juste pour éviter qu'ils meurent tous. Oui, mais ça a un lien parce que vous savez... Il y a un cinquième de la population ukrainienne qui quitte, qui soit obligé qui devienne apatride ou qui quitte son pays. Moi, et un certain nombre de Russes, d'ailleurs, qui souffrent aussi, de la population. Je pense que la solution, en tout cas moi, j'aurais envie d'œuvrer dans ce sens-là, dans le sens où la population, les travailleurs de Russie et d'Ukraine réussissent finalement à se parler par-dessus la tête de leurs dirigeants. Moi, ma politique, ça serait de m'appuyer sur l'aspiration à la paix qui existe dans la population russe. D'ailleurs, on voit un certain nombre de gens qui sont courageux, qui expriment cette opposition à la guerre, qui l'expriment en sachant qu'ils seront persécutés, en sachant qu'ils seront emprisonnés, qui risquent d'être torturés, etc. Ils ont un courage incroyable. Mais moi, je pense que la porte de sortie, par le haut, viendra de là. Elle viendra des peuples. Elle viendra de tous ceux qui n'ont pas voulu cette guerre. Et le peuple russe n'a pas voulu cette guerre. En Ukraine, n'en parlons pas, évidemment. Ils ne l'imaginaient pas il y a un mois de cela. Hein. Donc, pour moi, la solution, elle viendra de là. Mais elle ne viendra pas, et en tout cas pas une solution pérenne, et sûrement pas une solution pour apporter, y compris pour reconstruire l'Ukraine. Ça ne viendra pas du camp occidental, ça ne viendra pas des États-Unis. Parce que quand et où ont-ils sorti les peuples Donc vous n'envoyez pas d'armes, vous, présidente, vous... En tout cas, vous savez, autant je suis... ça me fait chaud au cœur de voir l'élan de générosité, toute l'aide qui se déploie, qui vient de la population pour accueillir justement, pour essayer d'amener des vivres, des médicaments en Ukraine, etc. Essayer de créer des couloirs humanitaires. Autant pas les armes. Autant je sais que les armes données par les États-Unis, la France, enfin les puissances impérialistes, elles ne seront pas gratuites. Elles ne seront pas gratuites, qu'il y a des arrière-pensées derrière tout ça et qu'en réalité, finalement, le camp occidental voudra faire ce qu'il cherche à faire depuis des années et des années, hein, c'est-à-dire transformer l'Ukraine et cette zone-là en nouvelle proie, en réalité. Voilà, ils veulent vassaliser, exactement comme la Russie. Nathalie voulait Arthaud, les maintenir sous tutelle. Yannick Jadot a-t-il raison de dire que Total est complice de crimes de guerre de Poutine, ou c'est de la diffamation, à votre avis? Total, c'est un des nombreux profiteurs de guerre. Et alors là, il en profite, en veux-tu, en voilà, parce que, y compris, il en profite pour spéculer et pour encaisser, y compris l'argent de cette hausse folle des prix du carburant. Donc, pour moi, tous ces profiteurs de guerre, mais je parlerai de Total, mais aussi des trusts de l'armement, parce que vous savez, la guerre, il faut bien quand même réaliser que c'est une formidable entreprise commerciale, la guerre. Et il va y avoir un certain nombre de trusts qui vont y avoir intérêt et qui vont pousser à la guerre et même pousser à sa prolongation. Hein. Alors ça aussi, il faut s'en méfier parce qu'on peut donner les armes. Alors vous voyez, voilà, les pays occidentaux, ils vont fournir les armes, les Ukrainiens, ils vont fournir les combattants et les morts. Voilà comment va être la répartition du travail. Mais c'est les Ukrainiens demandent les armes, hein, c'est eux qui les demandent. Moi, je peux pas. Voilà, je vais pas, je peux pas leur faire la leçon. Je comprends qu'ils cherchent à se défendre. Mais encore une fois, moi, je sais que nos grandes puissances et que mon gouvernement, il n'ira pas là-bas pour effectivement pour les beaux yeux de la population ukrainienne. Question des Français qui nous regardent, Laurent. Oui, on a rebondi sur ce qu'on évoquait tout à l'heure avec M. Lassalle concernant la Corse. Question très concrète qu'on a demandé aux téléspectateurs. Avez-vous été choqué par le fait que les autorités locales corses aient mis en berne les drapeaux sur les édifices publics? 7 téléspectateurs sur 10 qui sont avec nous ce soir sont choqués. Et vous, Madame Arthaud, vous êtes choquée ou pas choquée? Non, je ne suis pas choquée. Moi, je ne suis pas choquée parce que je pense que ça correspond aussi à un sentiment en Corse et qu'il faut respecter. Voilà. Autre question, si vous me permettez, de Joël, qui a 56 ans et qui habite en Gironde, qui n'est pas très contente parce qu'il y a une question qu'on n'a pas posée ce soir concernant des personnes handicapées. Aucun mot ce soir des candidats, et pourtant ce sont des électeurs. Alors ce n'est pas une question, c'est un cri du cœur. Qu'avez-vous à dire aux personnes handicapées et avez-vous des idées pour améliorer leur vie quotidienne notamment? Oui, j'ai un certain nombre d'idées. Moi, je fais partie de ceux qui ont été vraiment scandalisés
par le refus du gouvernement Macron de calculer l'allocation adulte handicapé uniquement sur à partir des revenus de la personne handicapée, ce qu'on a appelé la déconjugalisation. Le gouvernement s'y est opposé, ce qui est une façon de rendre encore plus dépendants finalement les personnes handicapées de leurs conjoints, et je trouve ça révoltant. Moi, je pense que pour vivre aujourd'hui, pour pouvoir louer un appartement, se nourrir, se soigner, circuler, il faut un minimum de 2 000 euros, de 2 000 euros net. Donc moi, je pense que, y compris l'AAH, qui est en dessous du seuil de pauvreté, devrait être relevée pour les à ce niveau-là. L'allocation adulte handicapé devrait être relevée à ce niveau-là, parce que quand on va louer un appartement, le propriétaire il ne va pas faire varier son loyer en fonction de sa situation et de ses revenus. Le loyer va rester le même. Donc, moi, je pense qu'il faut 2 000 euros net pour vivre dignement aujourd'hui. Nathalie Saint-Cricq, une dernière question. Je voudrais vous poser, on a beaucoup parlé d'écologie, beaucoup du climat et des rapports du GIEC. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous considérez que le nucléaire, et on le voit encore plus avec la crise qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que le nucléaire n'est pas une énergie d'avenir? Elle est à nous. Enfin, elle est à nous. Elle donne une possibilité de souveraineté, elle nous rend moins dépendants des autres, et finalement, elle est décarbonée. Avec l'uranium mis à part, c'est-à-dire la matière première quand même. Mais parce que je ne suis pas en train de défendre, je ne suis pas partie du lobby pro-nucléaire. Non, mais j'ai peut-être raté une marche, mais on n'a pas encore trouvé de l'uranium en France. Non. Vous me rassurez. Je crois que beaucoup d'uranium, on va le chercher d'ailleurs au Kazakhstan. Kazakhstan, qui n'est pas une grande démocratie. Ou alors au Niger, qui n'est pas non plus une grande démocratie. Donc moi, quand j'entends parler d'indépendance à propos du nucléaire, ça me fait quand même franchement sourire, parce qu'il n'y a pas du tout d'indépendance. Et qu'en réalité, le gouvernement français, il va justement s'acoquiner, alors qu'il prétend représenter la démocratie pour le monde et la répandre aux quatre coins du monde, et il va s'acoquiner avec des dictatures pour assurer justement sa fourniture d'uranium. Vous misez sur quel type de... Moi, je mise sur le fait qu'il ne faut pas de profit privé dans cette filière de l'énergie. Il faut enlever tout calcul de rentabilité, de maximisation des profits, et en particulier dans la filière nucléaire qui quand même est particulièrement dangereuse. Et moi, je suis effarée de voir que dans les centrales nucléaires, on fait comme dans beaucoup d'entreprises. On chauffe avec quoi? On s'éclaire avec quoi? On recourt à des sous-traitants en cascade, qui eux-mêmes recourent à des intérimaires, etc. etc. Moi, je trouve ça dangereux. Alors moi, la question, c'est pas... Je ne suis pas une spécialiste de l'énergie, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant d'énergie miracle, qu'elles ont tous leurs inconvénients et leurs avantages, et que tout ça, ça devrait être soumis à la démocratie, au choix de la population. Mais ça veut dire qu'on commence par sortir tous les intérêts privés, tous les intérêts capitalistes finalement de cette filière, qu'on l'exproprie et qu'on le gère de façon collective et transparente. Donc pour moi, l'essentiel, c'est pas tellement quelle énergie, mais qui dirige. Qui dirige et comment il le dirige et avec quelle préoccupation on gère cette industrie. C'est clair. Une dernière intervention de Laurent Guimier. Oui, les 2 000 euros dont vous parliez tout à l'heure, Madame Arthaud, on a demandé à nos téléspectateurs ce qu'ils en pensaient. D'abord, savoir si cette proposition est souhaitable et réaliste, 11%, souhaitable mais peu réaliste, 65%, et pas souhaitable et pas réaliste, 24%. Alors, on va dire qu'entre l'idéal et le réel, il y a souvent beaucoup de pas à faire. Je le sais, parce que dans cette société, finalement, la seule chose qui est réaliste, c'est que les plus riches s'enrichissent toujours et encore. La seule chose réaliste, c'est que les 5 familles les plus riches du pays doublent leur fortune. Ça, c'est réaliste. Ça, c'est quelque chose de réaliste, vous voyez. Ce qui est réaliste, c'est que les dividendes pleuvent sur quelques individus. Ça, c'est considéré comme réaliste. Alors, moi, toute ma campagne, je la porte en disant, mais enfin, quand même, les femmes et les hommes qui font tourner la société, ceux qui font le boulot, qui créent les richesses, qui sont les plus précieux à la vie sociale, eh bien, il faudrait que leurs intérêts passent avant les dividendes. Que les salaires devraient passer avant les dividendes. Merci. Voilà. Et les retraites, elles devraient passer aussi avant les grandes fortunes. Donc voilà ma vision. C'est que les travailleurs, ils en profitent un peu Non, mais qu'ils interviennent eux-mêmes, parce que ça ne leur viendra pas tout cuit du haut de l'Élysée. Il faudra qu'ils se rassemblent, qu'ils se battent pour dire nos intérêts de travailleurs d'abord, avant ceux des capitalistes. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, d'avoir accepté notre invitation ce soir. La grande soirée politique, je vous avais promis une soirée dense, passionnante. Elle l'est, et elle n'est